Bonjour, alors dans cette vidéo, je vais vous présenter quelques indicateurs économiques sur la situation actuelle aux États-Unis, mais surtout vous parler d'un problème qui est potentiellement, à mon avis, bien plus dangereux que le coronavirus en ce moment, et dont pourtant quasiment aucun média économique ne semble parler vraiment aujourd'hui. Alors sur le coronavirus d'abord, la situation commence à se stabiliser en Chine, apparemment, parce que bon, les données chinoises sont toujours sujettes à caution, vu que c'est un gouvernement communiste, il n'y a aucune liberté des médias, donc on peut faire dire aux chiffres un petit peu ce qu'ils veulent là-bas. Donc, selon les chiffres officiels, et uniquement officiels, on aurait une stabilisation du nombre de cas ou une progressive diminution du nombre de nouveaux cas. Dans tous les cas, ce qui est très probable, ce qui apparaît, c'est que l'activité économique est en train de reprendre en Chine. On a eu en gros 3 semaines d'arrêt de l'activité presque complet dans certaines régions, mais depuis le 15-20 février, vous voyez ici, les usines rouvrent, y compris dans la zone la plus touchée par l'épidémie. Et ce fait, il est confirmé par de nombreux articles de presse qui sont publiés. Alors si on en reste là, en l'absence de nouvelles flambées d'épidémie ailleurs dans le monde ou de mutations graves du virus, l'impact économique réel pour les économies en dehors de la Chine serait quand même limité. On aurait quelques ruptures d'approvisionnement, quelques problèmes dans la chaîne d'approvisionnement de produits intermédiaires, mais globalement, je ne pense pas que ce soit suffisant pour faire dérailler vraiment les économies européennes et américaines dans les mois qui viennent. Le principal indicateur qui est maintenant surveillé pour ce coronavirus, c'est le nombre de cas qui se produit en dehors de la Chine, notamment dans de nouveaux foyers épidémiques en Corée, au Japon, un petit peu peut-être en Italie. Donc vous voyez ici la courbe. Contrairement à la Chine, on est toujours dans une phase de croissance exponentielle. Donc pour l'instant, la situation n'est pas stabilisée encore en dehors de la Chine. Le nombre de nouveaux cas augmente assez rapidement. Donc il faudra voir si cette tendance peut se stabiliser comme en Chine dans les semaines qui viennent. Alors venons-en maintenant au sujet principal de cette vidéo, le danger dont je vous parlais qui est potentiellement largement plus grand que le coronavirus. Donc ce danger, c'est cette personne-là qui s'appelle Bernie Sanders et qui est en train de devenir le candidat favori des primaires démocrates aux États-Unis et potentiellement l'adversaire démocrate face à Donald Trump lors de la prochaine élection de la fin de cette année. Alors Bernie Sanders, c'est un candidat qui n'a rien à voir dans ses idées avec celles des candidats, des présidents démocrates qui l'ont précédé, que ce soit Barack Obama ou Bill Clinton par exemple. Lui, c'est vraiment quelqu'un de très très marqué à gauche au sens socialiste, collectiviste du terme, et qui est un véritable hystérique du changement du climato-alarmiste. Donc c'est une sorte de, pour vous situer le personnage, c'est une sorte de mélange de Jean-Luc Mélenchon et de Nicolas Hulot, qui pourrait potentiellement être un des favoris de l'élection présidentielle américaine. Inutile de vous dire que s'il devait être élu à la fin de cette année, les dégâts sur les marchés et l'impact économique que son élection aurait sur la confiance des investisseurs et des acteurs économiques aux États-Unis seraient réellement considérables. Bon, pour vous donner des exemples de ses idées, de son programme, c'est quelqu'un qui veut mettre en place un Green New Deal, impression massive de billets de banque, taxes carbone, imposition des entreprises, etc. Toute la panoplie habituelle du parfait collectiviste écologique. Donc 16,3 trillions, donc 16 300 milliards de dollars serait investi dans un Green New Deal censé supprimer totalement à horizon 2030 l'exposition des États-Unis aux émissions de gaz à effet de serre. Il y a une sorte de transition énergétique à l'européenne encore pire, encore plus accélérée et encore plus suicidaire évidemment, puisque en matière de transition énergétique, on n'a aucune alternative crédible pour l'instant aux énergies fossiles. On a les énergies renouvelables, on ne sait pas les stocker à des coûts en tout cas économiquement viables.
Du coup, ce sont pour l'instant au mieux des petits compléments qui peuvent être apportés aux énergies fossiles, mais certainement pas des solutions de remplacement. Donc, dans son programme, il affiche notamment la volonté de supprimer totalement la fracturation hydraulique, donc l'ensemble de la production pétrolière ou la quasi-totalité de la production pétrolière américaine actuelle, hein, puisqu'elle est basée principalement maintenant sur le gaz de schiste et la fracturation. Il veut aussi, pour lui, le nucléaire et le gaz naturel sont des impasses, donc il veut tout faire en énergie renouvelable. On nage en plein dans l'utopie, hein. Mais il est quand même potentiellement le candidat démocrate favori des primaires. Alors jusqu'à la fin de l'année dernière, Bernie Sanders, personne ne le prenait vraiment au sérieux, moi compris hein, d'ailleurs. Je ne pensais vraiment pas qu'il arriverait à ce niveau dans les sondages. Le souci est que ses concurrents démocrates modérés comme Joe Biden ont fait une campagne complètement ratée et qu'il s'est imposé donc face aux modérés dans son électorat. Donc vous voyez ici les courbes, hein. Là c'est un site qui s'appelle PredictIt, donc c'est un marché prédictif qui va donner, c'est une sorte de site de paris, qui donne un pourcentage de chance de victoire de différents candidats. Donc bien sûr Donald Trump est favori assez largement, mais favori à 56% seulement, donc c'est pas si énorme quand même, hein. On a à côté, donc ici vous voyez Bloomberg hein, qui est insignifiant. Joe Biden, qui était le favori en orange du camp démocrate, qui s'est complètement effondré, et la courbe bleue, donc Bernie Sanders, qui était à 9% de chance de victoire selon le site Predictit au mois de novembre, et qui maintenant se retrouve carrément à 34% en pleine ascension au sein du camp démocrate. Donc c'est quelque chose pour moi qu'il faudra vraiment surveiller dans les mois qui viennent. On a un agenda des primaires, je vais vous le montrer tout de suite. Alors au mois de juillet, on a la convention nationale du Parti démocrate qui va nommer le candidat, mais je pense qu'on devrait être fixé déjà bien avant cette date sur le nom du candidat victorieux donc des primaires. On aura un gros test dès le 3 mars avec le Super Tuesday dans lequel on aura donc le résultat de primaire dans de nombreux États. On a ensuite, vous voyez, pas mal de mardis où il y a beaucoup d'États qui vont se jouer. Et grosso modo, à la fin du mois d'avril, à partir de cette date, hein, où il y aura encore quelques primaires importantes, on devrait déjà avoir une idée précise du candidat démocrate qui va se présenter face à Donald Trump. Donc si fin avril, ça devait se confirmer que Bernie Sanders devienne le candidat du camp démocrate, à ce moment-là, on pourra déjà avoir, à mon avis, une pression qui commencerait à s'exercer sur les marchés et une inquiétude qui monterait sur les marchés américains. Un petit mot sur les indicateurs économiques américains pour finir. Ils restent, à mon avis, parfaitement en phase avec le scénario d'une fin de cycle et d'un retournement baissier de conjoncture d'ici sur une échéance de 6 à 12 mois. Malgré l'action des banques centrales. Hein. Donc ici, vous voyez la courbe des taux. On a eu la première inversion dont je vous avais parlé en août-septembre 2019. On est sorti de l'inversion depuis. La courbe a replongé à la baisse. Donc ce sont des soubresauts qu'on a observés déjà en 2007. On va grossir un petit peu le graphique ici. Vous voyez, en 2007, hein, on a eu l'inversion, on est remonté, puis on a replongé, par exemple ici, au mois d'août 2007. Donc ça ressemble pas mal à la proximité d'une fin de cycle économique. Au niveau des indicateurs d'activité, on a eu les derniers chiffres de l'indicateur PMI Composite hein, de l'Institut Markit ici, avec un plongeon de l'activité sous la barre des 50. Hein, c'est la première fois que ça arrive depuis 2013. Ça n'est certainement pas lié seulement au coronavirus parce qu'on n'a pas eu le même plongeon de l'indicateur en Europe par exemple, donc il y a sans doute d'autres facteurs et vous voyez que globalement on est maintenant depuis le milieu de l'année 2018 dans une tendance baissière de moyen terme sur cet indicateur. Le marché de l'emploi au niveau des demandes d'allocation hebdomadaire de chômage n'est pas encore touché. On n'a pas encore le signal d'alarme ultime de très court terme de retournement. Malgré tout, on a quand même des signes de craquement significatifs qui se manifestent. Ici, vous avez le nombre de créations de nouveaux emplois dans le secteur non agricole.
et on observe un retournement à la baisse assez marqué depuis le début de l'année 2019 ici, qui s'accélérait en décembre. Les dernières données datent de décembre. Et là encore, ça n'a rien à voir avec le coronavirus, c'était avant l'épidémie. Et ça ressemble beaucoup à ce qu'on a observé ici sur l'année 2007. Donc je reste ouvert, bien entendu, à toutes les hypothèses, à tous les scénarios, mais je reste pour le moment toujours convaincu que le retournement de cycle économique est en cours pour les prochains trimestres et que les banques centrales et la Fed échoueront dans leur projet de repousser la prochaine récession qui semble se profiler.